Bonjour et bienvenue dans ce nouveau MOOC proposé par les Chats Noirs du 3SM. Aujourd'hui, nous allons traiter sur la législation et notamment le cadre réglementaire de l'infirmier de sapeur-pompier dans le cadre du préhospitalier. La première loi qui va nous intéresser est la loi dite de départementalisation. Loi du 3 mai 1996 intègre les services départementaux d'incendie et de secours et crée des services de santé et de secours médical au sein des SDIS. L'article 1 met en évidence que les SDIS doivent comprendre un service de santé et de secours médical. L'article 2 définit les missions du 3SM. Nous retrouvons ainsi deux missions régaliennes: l'aptitude médicale, le suivi de la santé des personnels sapeurs-pompiers en pré, per et post de leur carrière, l'objectif étant de pouvoir les accompagner tout au long de leur vie. Le soutien sanitaire aux opérations, les personnels de santé doivent être capables de déterminer les risques pour la santé des pompiers sur tout type d'intervention et surtout de trouver un juste équilibre entre le risque sanitaire et l'obligation de réaliser la mission. Une deuxième loi qui va nous intéresser, la loi numéro 2006-1668 du 21 décembre 2006, portant la création d'un ordre national des infirmiers. La création de l'ordre renforce l'autonomie de la profession. Ses missions principales vont s'articuler autour du contrôle de l'accès à la profession, le maintien des principes éthiques. Il veille également à développer les compétences des infirmiers. On peut retrouver par exemple le développement professionnel continu, contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession infirmière. Il peut, devant toute juridiction, se porter partie civile relativement aux faits pouvant porter un préjudice directement ou indirectement à la profession. Il peut concilier les litiges entre patients et professionnels de santé, assure la promotion de la profession, étudie les questions et les projets en lien avec la profession, participe au suivi de la démographie de la profession. L'intérêt de créer un ordre infirmier est que ce sont les infirmiers qui parlent pour les infirmiers au niveau des représentations nationales. On va s'intéresser maintenant au niveau des décrets. Le premier décret qui fait suite à la loi dite de départementalisation est le décret numéro 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des SDIS. Ce décret va définir la sphère de compétence des services de santé et de secours médical. Les 3SM exercent les missions suivantes: le soutien sanitaire aux opérations et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers. En outre, ils participent aux missions de secours d'urgence, ce qui est une mission partagée en lien avec le SAMU. Un deuxième décret qui va nous intéresser est le décret numéro 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties 4 et 5 du Code de santé publique et de ses annexes. Il abroge le décret du 11 février 2002 et il modifie le classement des articles, ajoute l'article 6 concernant les actes de soins dans le cadre de la santé mentale. On y retrouve l'ensemble des actes professionnels et règles professionnelles en lien avec le métier d'infirmier. Deuxième décret qui va nous interroger et en tout cas qui va être important dans le cadre de notre activité professionnelle, le décret numéro 2004-802 du 29 juillet 2004. Les articles R43-11 du 1 au numéro 5 vont permettre de définir l'exercice général de la profession d'infirmier. Le premier donne une définition générale de l'exercice de la profession d'infirmier. Le deuxième donne une définition générale des soins infirmiers et les objectifs de soins qui y sont apportés. Le troisième détermine le rôle propre et le champ d'action des infirmiers en autonomie. Le quatrième fixe la collaboration dans le cadre du rôle propre infirmier. Le cinquième liste les 42 actes et soins du rôle propre infirmier. D'ailleurs, ce dernier a le mérite d'exister, mais définit l'infirmier comme un technicien au lieu de déterminer les compétences que la profession devrait développer. Ce décret semble totalement dépassé aujourd'hui et mériterait d'être plus proche de la réalité. L'arrivée des infirmiers de pratique avancée devrait lisser cette partie-là. Le décret numéro 2004-802 continue en fait avec d'autres articles qui vont du numéro 5 au numéro 14. On va s'intéresser à quelques principaux. Ces décrets sont très importants car ils permettent d'identifier le cadre dans lequel l'infirmier peut évoluer avec des missions qui lui sont propres et où il est censé intervenir en totale autonomie. D'autres cas où l'infirmier va intervenir en collaboration d'un autre professionnel, par exemple pour le partie du secteur préhospitalier, un médecin. Il est important de rappeler qu'une prescription médicale n'est pas un ordre, mais que chaque infirmier doit vérifier que la prescription médicale est en concordance avec l'état de santé du malade. En cas d'erreur de prescription médicale, l'infirmier apparaîtra dans la chaîne des responsabilités et pourra donc être mis en cause. Au travers de ces différents articles, les principaux vont être le rôle propre, la prescription médicale, le protocole antalgie et la mise en œuvre de protocoles d'urgence qui va nous intéresser surtout par rapport au secteur préhospitalier.
Nous allons maintenant nous intéresser à l'examen clinique infirmier au travers des décrets et du cadre de compétences de la profession d'infirmier. La définition générale de l'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de formation et d'éducation à la santé. Cet article met au cœur de notre pratique l'examen clinique infirmier. De plus, comme dans toute situation, l'infirmier se doit d'assurer l'évaluation de l'évolution de la victime et de s'assurer de l'efficacité des traitements délivrés. La surveillance clinique est donc un élément fort et important du rôle propre infirmier. L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. Les protocoles permettent de répondre à un cadre général d'intervention. On retrouvera toujours des situations en marge des protocoles qui obligeront l'infirmier à déterminer la meilleure conduite à tenir en fonction de ses compétences. L'article R4311-14 précise qu'en l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte-rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état de santé. L'infirmier est responsable des actes qu'il réalise, mais il doit également tracer tous les actes réalisés. Il faut bien se rappeler que ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. Afin de lever toute ambiguïté par rapport au dernier article que nous venons d'évoquer. Si dans l'article R4312-6, il est stipulé que l'infirmier est tenu de porter assistance aux malades et blessés en péril, il est aussi important de se référer à l'article R4312-3 qui stipule que l'infirmier n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence. Il faut donc se rapprocher du décret de compétences des infirmiers et du contenu de la formation d'infirmier permettant de délivrer le diplôme d'État. Je vous invite donc à vous référer à votre Berger-Levrault qui définit l'ensemble des compétences, et notamment par rapport au cadre de l'urgence, qui permet d'aller beaucoup plus loin que les représentations qu'on peut avoir de la profession d'infirmier. De plus, la loi 86-33 du 9 janvier 86, article 99, donc fait référence à la fonction publique hospitalière, prévoit que la notion d'urgence ne peut faire échec aux règles des professions réglementaires. Dans l'article régissant le rôle propre, l'infirmier assure la surveillance des fonctions vitales et le maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments. L'examen clinique est donc un outil qu'il ne faut surtout pas négliger et qui est important de mettre en place. De surcroît, la jurisprudence relative à la non-assistance à personne en péril évoque le péril doit être réel et nécessiter une action immédiate. L'intervention doit être possible dès qu'il s'agit d'un geste personnel ou de l'appel d'un tiers qualifié. On ne peut donc faire l'économie d'une lecture orientée du décret de compétences lorsqu'on est ISP au sein d'un service de santé et de secours médical. Le contexte médico-juridique où nous sommes amenés à évoluer est particulièrement exposé. Si on part maintenant sur les références des arrêtés. L'arrêté du 31 juillet 2009 relative au diplôme d'état d'infirmier. Je vous félicite, dans quelques mois vous allez devenir infirmier, les emmerdes commencent, concrètement. La compétence 1 est d'évaluer une situation clinique et d'établir un diagnostic dans le domaine infirmier. La première activité étant l'observation et le recueil de données cliniques. Il faut donc être capable de déterminer une situation normale d'une situation anormale. Puis dans un second temps, rechercher à décrire ce que l'on voit de façon précise et objective. La qualité première d'un ISP sera donc de réaliser un examen clinique complet pour déterminer s'il y a une urgence vitale, si l'on peut la traiter avec des moyens sur place, et donc de dimensionner les moyens nécessaires le cas échéant. L'infirmier de sapeur-pompier n'est pas un technicien absolu de l'urgence, c'est avant tout une personne réflexive, dotée d'une capacité à réaliser un examen clinique complet et surtout qui permettra en fait de dimensionner les moyens et de donner la meilleure visibilité aux médecins régulateurs. L'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAP est important. Cet arrêté a pour objectif d'optimiser et d'améliorer la coordination entre le SAMU, CRA15 et le SDIS. La victime est placée au cœur du dispositif et les infirmiers de sapeurs-pompiers interviennent dans le cadre des secours et des soins d'urgence. On est bien sur une mission partagée. L'infirmier intervient donc sur de l'aide médicale d'urgence. Chaque SDIS étant des établissements publics autonomes,
Chaque administration détermine les procédures opérationnelles au sein même de son département. Il faut bien mesurer que l'ensemble de ces procédures est en lien avec la Direction générale de la sécurité civile et de gestion de crise qui émet des recommandations et des orientations afin d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Merci d'avoir suivi ce MOOC proposé par les Chats Noirs du 3SM et on vous dit à bientôt.